Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préambule. Ceux qui liront cet ouvrage verront que l'histoire de mon moi c'est en fait des mémoires et plus particulièrement ceux de mon adolescence. Cette période de la vie où tout peut basculer. La chance a fait que cela ne s'est pas trop mal terminé et pour cela, j'en remercie ceux qui m'ont aidé et principalement, mes parents dont le rôle de fond a permis tout le reste. Et puis, il y a eu cette rencontre avec cette jeune fille, une gamine en seconde année de médecine. Cela dit, je dédie cet ouvrage à Conil, un ami d'un soir et quel soir. J'avais tout juste 16 ans. Le lecteur appréciera. Et puis il y a aussi Marthe Cohn, auteure de Derrière les lignes ennemies, qui me fit l'honneur, en juin 2011, de me dédicacer son ouvrage. Elle montre que l'on ne s'improvise pas espionne, le courage ne suffit pas, il faut la lucidité en plus. Il en était de même pour la résistance. Introduction. Ceci est le 3e volet de ma quête psychanalytique, le dernier d'une trilogie. J'avais envisagé d'écrire une tétralogie. Hélas, ainsi que le lecteur le sait sans doute, la place était déjà prise, alors à quoi bon? Après celle du logo et celle des origines, il me paraissait naturel d'aborder cet autre domaine, celui du moi ou du je, ce qui fonde le sujet. Le sujet? Un bien grand mot sur lequel notre bon Jacques Lacan avait, me semble-t-il, fondé de grands espoirs, mais qui, ainsi que j'en fis la remarque naguère, comme tous les sujets, il est assujetti. Peut-être l'est-il comme un enfant, ainsi que notre Jacques l'avait lui-même constaté lors de son cours du 8 décembre 1954, rapporté à la page 63 de son Le Moi. Cet enfant, c'est le sujet, il n'y a aucun doute. De sorte que, avec ce sujet, encore petit et immature, apparaît à l'horizon de notre réflexion une incertitude, une perplexité, peut-être même un sentiment d'inquiétante étrangeté, Freud. Émergeant de la brume, tel un vaisseau fantôme dont on s'apercevrait avec désarroi que le gréement porte en haut de son grand mât et flottant au vent le drapeau noir à tête de mort de la paradoxalité. Car celle-ci signale la fin de la relation d'objet génital, de sa mise à mort et que ce corsaire de la pensée s'apprête à piller, pour établir sur elle son emprise envieuse et cruelle, car elle est riche, belle et désirable, la relation d'objet génital. Si le dit sujet ne serait plus qu'un enfant et que de plus, il serait livré pieds et poings liés, au remous des envies et des passions des hommes, sur l'océan desquels navigueraient avec assurance ces cruels prédateurs. Alors l'insécurité serait totale, et ce serait la nuit de sens. Dans le texte qui va suivre, le moi c'est le mien avec son ballot d'histoire S. Mon histoire? Mais parlant de ma personne, de quel sujet s'agirait-il et à quoi ou à qui serais-je donc assujetti? À mon ça? À mes pulsions? À mon inconscient? Ou bien à mon surmoi et mes formations réactionnelles? Puis encore, à mon suranti-moi et ses imagos terribles? Dans Pulsion et destin de pulsion, Freud a écrit des choses déconcertantes. Il est vrai que ce texte est né en 1915, durant la tourmente de l'abominable boucherie de la Grande Guerre, où l'homme ne fut plus que chair à canon. À propos de la haine, il nous dit qu'elle vient de la lutte du moi pour sa conservation et son affirmation, et puis plus loin, le moi est, exècre, persécute avec des intentions destructrices tous les objets qui deviennent pour lui source de sensations de déplaisir. Tome 13, page 185. Ainsi, le monde objectal étant une menace pour la toute-puissance du moi précoce de l'enfant, il naît dans la haine et si l'objet peut devenir un objet d'amour, ce n'est que beaucoup plus tard, au cours d'une psychojeunesse qui évolue favorablement. Mais si tel n'est pas le cas, il ne reste plus que la haine pour survivre. Cherchant un titre pour mon texte, j'avais d'abord pensé à Mémoire d'un psychanalyste, tout simplement, peut-être même tout bêtement. Et puis, plongeant dans mon passé et revenant sur ce qui avait fait problème dans ma jeunesse, j'avais eu l'idée de l'appeler « Les tribulations d'un adolescent pendant la guerre ». En effet, bien des choses s'étaient passées durant cette noire période de l'histoire, au cours de laquelle je fus donc un adolescent. Cela pouvait expliquer au moins en partie pourquoi j'avais eu plus tard besoin d'une analyse et peut-être aussi que j'étais devenu psychanalyste. Et oui, je suis devenu psychanalyste. Il me paraît nécessaire de le préciser, car nous ne sommes pas des brahmanes de la science de l'esprit et de la lecture des songes, qui arriveraient au monde avec tout leur savoir, comme ceux qui héritent à la naissance de leur caste et d'un certain bagage qui y est rattaché. On ne naît pas psychanalyste.
Cela ne se transmet pas de père en fils, ce n'est pas héréditaire, bien que, parfois. Et puis encore, j'avais l'innocence de penser que je ne pourrais y accéder qu'après que je fus devenu médecin. À l'époque, il ne me semblait pas qu'il fût possible d'en être autrement. C'est que j'ignorais l'existence de certains raccourcis, de chemins de traverse, que beaucoup ne tardèrent pas à découvrir. Ce long itinéraire, les études de médecine de par leur durée en font reculer certains, débuta en compagnie d'un ami presque d'enfance, François, que j'avais connu avant la guerre, en 1939, dès l'entrée en 6e, au lycée Pasteur. Par la suite, François est devenu médecin, puis psychanalyste, moi aussi. Et puis un jour, en 2e année de médecine, est venue s'asseoir à côté de moi, sur les bancs de la fac, Anne-Christine, une jolie petite brune au doux visage, un peu orientale et qui devint ma femme. Elle avait tout juste 20 ans. J'en avais 10 de plus. C'est pourtant grâce à elle que je pus terminer mes études, attendu les conditions particulières dans lesquelles je les faisais et de l'état d'épuisement où je me trouvais à l'époque, car je devais gagner ma vie en même temps, ce qui fut dur. Quoi qu'il en soit, cette seconde année, la plus difficile, je dus la redoubler et c'est en ce point que je rencontrai ma future épouse. De famille aisée, François avait eu la possibilité assez jeune pour l'époque, d'acheter une de ces adorables petites 4 CV Renault, si bien qu'il avait su conduire de bonne heure et c'est avec lui que par la suite, j'appris à piloter. C'était une conduite à risque, attendu qu'il était toujours à fond de champignons et qu'il ne cessait de doubler les autres voitures. Or, avant de déboîter pour doubler, il faut avoir un œil dans le rétroviseur. Aussi, l'avait-il quasiment en permanence. On sait que dans la pratique de la psychanalyse, il faut prêter une attention particulière au passé, comme si votre inconscient vous tirait à boulet rouge, de désirs pulsionnels plus ou moins bien refoulés et que ceux-ci ne font que de tenter de vous rattraper. Or, pour écrire des mémoires, il faut aussi sans cesse regarder en arrière et c'est ainsi que je voulus appeler mon livre « L'œil dans le rétroviseur ». Original, non ? Et puis, de fil en aiguille, poursuivant ma remontée dans le temps jusque dès avant le lycée, je parvins à l'époque de l'école Lazare Carnot, à Colombes, située dans la banlieue rouge et où j'avais été aussi en classe, depuis la maternelle, ce qui était bien différent de Neuilly. Après la maternelle, il y a eu la communale et c'est ainsi que, en y repensant, je me suis souvenu de mes difficultés pour assimiler les règles de la grammaire française avec ses temps composés de toutes sortes. L'étrange conditionnel passé deuxième forme, ou bien encore cet être grammatical obscur, le plus que parfait du subjonctif, pourquoi plus que parfait ? Est-ce donc possible ? Et qui, selon le petit Robert, est propre à exprimer la dépendance, etc. Compliqué. Or, durant mon apprentissage du langage, l'anglais de mon père et le français avec ma mère, je ne m'embarrassais pas de telles fantaisies. Poursuivant ma méditation sur ces temps composés et complexes, je réalisais qu'il y en avait un, dont on pouvait penser qu'il abordait le passé à la façon de la psychanalyse, c'était le passé antérieur. Du coup, je me suis précipité sur mon petit Larousse illustré pour lire sa définition. Il y était écrit à titre d'exemple, dès qu'il eut fini d'écrire, il fut soulagé. C'était de circonstance en ce moment d'écriture et de plus, c'était vrai, car lorsque de temps en temps je posais ma plume, je me sentais soulagé. Il y avait aussi le bled, plus élaboré, que je consultais. Or, les exemples donnés pour faire comprendre ce temps grammatical me renvoyaient à d'autres expériences de jeunesse et ceci, toujours avec mon ami François. Après qu'il eut atteint le col, Philippe se reposa. Et puis encore, quand les coureurs furent arrivés au sommet du col, ils se désaltérèrent. François et moi avions fait de longs voyages à vélo, nous avions pédalé ensemble et franchi des cols, au sommet desquels nous nous étions désaltérés. Voir mon premier chapitre qui décrit un de ces voyages. Alors, la lumière se fit sur cette conjugaison et c'est ainsi que dans un troisième temps, je décidai d'intituler mon livre Le passé antérieur. Ce titre me plaisait bien, et des associations d'idées primaires venant tout droit de mon inconscient en mouvement affluèrent, si bien que je filais vers de nouvelles réminiscences. Mon esprit se posa sur les rives enchantées de la vie antérieure. Ce beau poème de notre divin Baudelaire, avec ses vastes portiques et ses esclaves nus tout imprégnés d'odeur. Poème pour lequel Henri Duparc avait composé la musique d'une très belle mélodie, que ma mère chantait et que j'écoutais lorsque j'étais enfant, ce qui explique pourquoi les paroles en soient demeurées gravées dans ma mémoire.
La mélodie faisait partie du sujet en devenir que j'étais. Elle prenait place dans mon moi et mon inconscient, et puis encore il y avait l'invitation au voyage. Plus tard, j'ai aimé les voyages. Certes, il y avait tout cela pour soutenir le choix de ce titre. Et puis, pour original qu'il était, je revins aux fondamentaux comme on dit au rugby, lorsque les choses flottent un peu trop, car ainsi que je l'ai dit plus haut, ce moi, c'est le mien. Il me paraissait nécessaire de signaler la poursuite de ma quête et d'en indiquer le but, si bien que le titre définitif fut celui qui est sur la couverture, à savoir « La quête du moi par un psychanalyste ». Considérant qu'il allait de soi que le dit psychanalyste, le 1 était l'auteur, moi et mon moi. Petit retour en arrière. Dans le deuxième volet de ma trilogie, Jade et la quête des origines, j'ai décrit la position face à la vie qui s'était peu à peu faite jour en moi depuis l'enfance. Je l'ai esquissé au chapitre 15, rapportant la conversation que j'avais eue, à dos d'éléphant, avec Montacourt, à savoir, le petit-fils du frère du Maharaja régnant, chez qui je logeais, lorsque je suis parti avec lui à la recherche d'un tigre de la réserve qu'il m'avait indiqué. J'ai écrit ceci. Je confessais à mon compagnon que je considérais le tigre comme le plus beau des animaux, non seulement en raison de la livrée de son pelage, mais aussi pour sa puissance et sa férocité de solitaire. Une certaine position de ma part, adoptée dans ma jeunesse, pouvait s'assimiler à cela, dans la mesure où on ne saurait compter que sur soi et où en quelque sorte, l'homme se devait de combattre avec ses seules forces. Ce fut au nom de cela que plus tard, je pratiquai les arts martiaux, afin d'en pénétrer l'idéologie et la discipline, celle de l'individu confronté seul à l'adversité physique. Plus tard encore je pensais que certaines attitudes défensives de bon nombre d'entre nous, les psys, étaient relatives à la peur physique de l'autre. Ainsi les théories avancées ou brandies ont souvent pour seul but de nous mettre en sécurité derrière elles. Or lorsque l'on s'occupe de la chose humaine, n'est-il pas préjudiciable d'avoir peur de l'homme dans sa manifestation instinctive, alors que notre travail est le plus souvent de travailler sur la pulsion, surtout comme c'est souvent le cas lorsque l'on a affaire au domaine prégénital? Mais par-delà le tigre, il y a la puissance rassurante de l'éléphant. J'y suis tout autant attaché. Sa peau épaisse et difficile à entamer, c'est rassurant pour moi, la peau. Si au moment du must, il devient comme fou, son rôle principal est néanmoins de maintenir une sécurité tranquille. Les éléphants vivent en troupes hiérarchisées et obéissent à leurs dominants, le plus souvent une éléphante et tout marche bien. Le danger vient des grands mâles solitaires, peu sociables, mais ils sont rares et sont généralement des exclus de leur société. Quant au tigre, on ne saurait dire qu'il devient fou lorsqu'il dévore sa proie. Nous savons qu'il est naturellement ainsi, il est carnivore et est conçu pour cela, il est redoutable, c'est tout. Inconsciemment, il se peut que j'ai pris appui sur une certaine représentation de mon père, en fait, celle de son imago, ce qui veut dire qu'elle pouvait être très différente de la réalité. Il était très investi par moi, et les deux images, la sienne et celle du redoutable félin se fondaient parfois en une seule, lors d'un rêve. Il était un homme relativement isolé dans la société, voire solitaire. S'il avait quelques amis, il n'adhérait à aucun club, association ou groupe d'opinion quelconque ou de religion, bien qu'il fût anglican à l'origine. Sa religion était simple et il se contentait de croire en Dieu, instance que l'on devait respecter. Sa famille était le seul groupe humain qu'il aimait, et dans lequel il se sentait bien. La grande coupure dans sa vie, en cette époque troublée des années 40, fut son internement par les Allemands durant 4 ans, en tant que sujet britannique vivant en France et appartenant à un pays toujours en guerre contre eux. Au camp, il n'était pas mal nourri et était comme en pays de connaissance, puisqu'il se trouvait à la grande caserne de Saint-Denis, à proximité de Paris, où ma mère et moi pouvions aller lui rendre visite tous les 15 jours. De plus, il était interné avec des Britanniques, comme lui et parce qu'ils habitaient la France. Pourtant, en 1944, à la Libération, mon père, qui n'avait que 52 ans et qui avait eu la possibilité de reprendre son activité professionnelle d'avant la guerre, ne le fit pas, et à partir de cela, son isolement devint de plus en plus hermétique. Il se peut que ces événements aient ravivé une autre coupure, plus ancienne et plus grave. En effet, venu d'un lointain pays, l'Inde, il était anglo-indien, à cheval sur 2 mondes et ceci, avant de se rendre dans un autre univers bien plus étranger encore, la France, celle de la Grande Tuerie de 14 à 18.
Et puis aussi et antérieurement à cela, mon père était passé par la Mésopotamie, à l'époque de l'effondrement de l'Empire ottoman, où tout le monde mourait de faim et où des troupes armées battaient la campagne à la recherche d'ennemis, avec leur lot de cruauté. Peut-être était-ce cela, la véritable coupure de mon père. Mais plus loin encore, il y avait les famines indiennes. Quoi qu'il en soit, aimant beaucoup mon père, il se peut que j'ai adopté une attitude qui émanait de lui par rapport au monde extérieur et à la société. Une sorte de défi, peut-être de splendide isolement, je ne sais, renforcé par le mystère solennel de son obsessionnalité. Pour moi, son fils, il était une sorte d'exemple, puisqu'il s'agissait de mon père et je me suis identifié à lui avec en plus, la dimension idéalisante de l'imaginaire infantile. Et puis plus tard, devenu grand et conscient de son extrême sensibilité, peut-être le défendais-je aussi. Comme lui, je me suis tenu à l'écart de toute adhésion collective politique ou professionnelle, qui m'aurait aidé à progresser dans la hiérarchie de la vie, la jungle de la société. Je n'ai jamais porté de cravate rouge vif, et ma vie sociale était surtout faite de sympathie personnelle et non institutionnelle. Face aux autres, je ne faisais confiance qu'à mes propres forces et c'est sans doute pour cela que la formule de Goethe, rien comme, a résonné en moi comme si elle m'était adressée, que c'était la mienne et que, chemin faisant, je me suis efforcé de demeurer ainsi tout au long de mon existence. Cette parole laisse entendre que l'homme, pour être tel, se dépouille de la toute-puissance d'un dieu ou d'un mythe originaire, ou bien encore, de celle d'une collectivité humaine unie par une idéologie. Dès lors, l'homme où qu'il soit, est au moins pour une part seul ou comme un étranger au sein du groupe qui l'entoure, lequel projette sur lui une certaine image, faite du meilleur comme du pire. Les étrangers le savent, ils l'ont souvent vécu. Certains penseront que de partir à la recherche de son propre moi est une bien curieuse affaire, une sorte de lubie de psychanalyste. Comme si on ne savait pas qui on était. Les gens qui ne savent plus qui ils sont, ce sont les fous, c'est bien connu. C'est vrai, mais il n'en est pas ainsi pour tout le monde et je me référerai pour préciser cela, à ce que j'avais appris au Vietnam ou pour l'enseignement que j'y faisais, la question de la traduction des termes psychanalytiques avait été centrale. Cela m'a convaincu de l'importance de l'entourage culturel dans lequel l'homme est né, a grandi et vécu et cela, même pour des notions qui peuvent nous paraître très élémentaires comme le moi. Do Long, professeur de psychologie à l'université de Hanoï, a écrit un texte publié dans l'Étude vietnamienne, intitulé La formation du moi chez l'enfant vietnamien sous l'influence de la culture. Voici quelques éléments de compréhension. Un enfant vietnamien ne se sert pas du vocable moi pour se désigner. La place et le rôle de l'enfant se trouvent définis par des comportements culturels correspondants. Ce moi, confiné et dilué dans les rapports familiaux et sociaux est caché et disparaît. Le moi est impossible à définir isolément. Le moi est de caractère communautaire et devient le moi de la maison. C'est pourquoi le moi n'est pas vraiment le moi au sens propre du terme, écrit Do Long. Mais alors, qu'en est-il de mon moi à moi ? C'est l'objet de cette quête. Toutefois, il paraît important de signaler au lecteur que je change de registre par rapport à mes deux précédents ouvrages. Ceux-ci étaient quasiment des romans ou bien que j'y utilisais la première personne du singulier, il s'agissait de faits imaginaires. Seules les références et les conclusions théoriques étaient à considérer comme des réalités. Et puis, comme je l'ai déjà écrit, les théories ont toujours une finalité défensive, et il me paraissait aussi intéressant de montrer qu'un psychanalyste pouvait lui aussi écrire au sens réel du terme et non pas parler du haut de sa chaire théoricienne et professorale ou de son profond fauteuil. À présent, tout est différent. Il s'agit de mon moi réel avec tout son passé. Cela constitue une fracture par rapport à l'habitude, peut-être même aussi au dogme, qu'ont les psychanalystes de ne rien dire de leur vie réelle, afin que leurs analysants ne puissent avoir matière à réification de leurs fantasmes. À présent que je suis à la retraite, je puis enfin parler de moi et ceci, je pense, pour le bénéfice de mes anciens analysants qui sont comme des enfants spirituels pour moi. Je les mets néanmoins en garde, de ne point trop s'appuyer sur cette écriture pour vérifier quoi que ce soit de ma personne qu'ils avaient imaginé, en bien comme en mal. Car d'une part je ne dis pas tout, et d'autre part il serait regrettable de délirer après coup. Il faudrait alors reprendre une tranche et cela risque d'être interminable et de coûter très cher.
La psychanalyse des professeurs. Presque chaque misérable barbouilleur a cherché depuis lors à écrire avec une obscurité prétentieuse, de façon à laisser croire qu'aucun mot n'était capable d'exprimer ses hautes ou profondes pensées. Arthur Schopenhauer, contre la philosophie universitaire. 3. Mon intention en écrivant ce texte était donc d'illustrer mon sujet avec ma propre vie, pensant à l'intérêt que cela pourrait représenter pour la compréhension des jeunes, aux alentours des 16 ans et à propos desquels j'ai coutume de dire qu'à cet âge, tout peut arriver. Cela laisse entrevoir la possibilité de raconter des aventures, des morceaux de bravoure, dont on aime à se souvenir et où on se dit que notre vie a suffisamment d'attrait pour captiver, ou même séduire le lecteur. J'ai eu 16 ans en 1943, en pleine guerre et comme beaucoup de jeunes j'ai pris des risques. L'époque s'y prêtait. Presque tous les pères étaient prisonniers, les familles disloquées, les privations et les restrictions incitaient au marché noir voire au banditisme. Quant aux mères, elles avaient bien du mal à y arriver en restant honnêtes. Ces péripéties ont meublé ma vie, en tant que souvenir, peut-être même m'ont-elles conforté dans l'opinion que j'avais de moi-même. Non pas que je fusse prétentieux, mais sans doute avais-je besoin de me prouver à moi-même quelque chose. D'être en mesure de tout voir, de tout affronter, en ces temps de guerre et de dégradation généralisée et ceci, malgré le fait que j'avais été bien investi par mes parents, qu'ils étaient profondément honnêtes et qu'ainsi narcissiquement je ne souffrais guère. Je suis donc allé dans la jungle, m'identifiant par cela à une certaine image de la lignée paternelle de ma famille. Cela dit, il faut avoir vu de près, ou vécu soi-même, les errances paradoxales, les conduites à risque de l'adolescence pour les comprendre, dès lors que l'on s'est mis en tête d'en dénouer les énigmes. C'est ainsi qu'il y a une autre raison à celle d'écrire sur cette période de la vie, où donc, tout peut arriver. Elle est peut-être plus essentielle encore, car elle remet la clinique à sa place. Il ne suffit pas d'en avoir entendu parler lors de cours ou de conférences ou même d'aller visiter les fous dans le zoo de l'hôpital psychiatrique, pour comprendre en profondeur ce à quoi nous avons affaire. J'ai remarqué que ce sont souvent les personnes qui n'ont pas eu d'enfants, qui écrivent le plus à leur sujet et qui donnent le plus de conseils sur la façon de les élever. Il en est de même pour les adolescents. On pourrait considérer que tout être humain passe par ces phases du développement et que, théoriquement du moins, les psys les connaissent et peuvent assumer d'y être confrontés, sans risque de décompensation pour eux-mêmes, ou de réaction contre-transférentielle préjudiciable à nos jeunes patients. C'est vrai, tout le monde a été enfant et adolescent un jour, pourtant je ne suis pas le seul à le penser. On ne saurait statuer valablement sur l'enfance, sans avoir eu à s'occuper soi-même d'enfants et de préférence les siens. Il en est de même pour l'adolescence. Si tel n'est pas le cas, nous risquons d'aboutir à des méthodes issues de ce que l'on pourrait appeler la psychologie des professeurs, à la manière de la philosophie des professeurs, que nous signala en son temps Schopenhauer, par des railleries ironiques et acerbes, dédits professeurs, ceux de l'université, qui se prétendaient être les seuls à être en mesure de rédiger des systèmes complets propres à l'enseignement de la philosophie. Prions pour qu'il n'en soit pas de même pour la psychanalyse et la psychologie. L'adolescence est souvent déconcertante, même pour les plus compréhensifs et il semble bien que d'y avoir été confronté dans la réalité, soit la condition indispensable à leur prise en charge. Et puis, il y a ceux qui les comprennent mieux que personne, qui n'ont pas besoin de formation, qui sont prêts à les prendre en main et qui ne sont guère déconcertés par ces attitudes et ces conduites à risque, bien au contraire, ils savent les exploiter à des fins que le lecteur imagine. C'est ici qu'une certaine psychologie des professeurs peut intervenir, d'une façon trompeuse et possiblement perverse. Ainsi que je l'ai maintes fois écrit, de nos jours l'inconscient ne se découvre plus, il est enseigné et appris à l'université, si ce n'est au lycée ou à l'école, par les professeurs. Ce qui est bien différent de la découverte des mobiles inconscients par un travail sur soi. J'ai appelé le phénomène qui en découle l'usure culturelle dans mon introduction à la psychanalyse groupale, 1989. L'inconscient fait retour par le culturel, la conflictualité s'éparpille en tous sens, intervenant dans les analyses de sorte que les processus groupaux entrent sur la scène de celle-ci. Page 50. Chapitre 1er, été 1950. La guerre était finie depuis 5 ans. La grande, la mondiale bien sûr, car les autres, les plus petites, les coloniales se développaient tranquillement, mais sûrement en Indochine, en Algérie, etc., comme des surgeons de chiens-dents qui ne cessent de proliférer en tous sens.
Or, nous savons depuis notre Clémenceau que de confier la guerre à des militaires est risqué, de sorte que ce qui devait arriver arriva, on a tout perdu. Dans l'honneur diront certains, mais ce n'est pas sûr, penseront d'autres. Malgré cela, ce sont tout de même les politiques les responsables. La guerre est peut-être une chose bien trop sérieuse pour eux aussi. En France, en métropole, la situation sociale et économique se rétablissait lentement, nous pouvions commencer à oublier le passé. Pourtant l'histoire me rattrapa, et ceci lors d'une circonstance destinée précisément à l'oublier. L'oublier ? Le peut-on ? Certes, je l'avais décidé, en partant pour un grand voyage à bicyclette avec mon ami François, auquel bien que jeune, j'étais lié depuis de nombreuses années. Ses parents avaient eu la gentillesse de m'inviter, de temps en temps ils semblaient bien m'aimer. Et puis, il y avait eu la guerre, il faisait partie de ceux qui furent là pour comprendre ma situation. 1950, oui, la guerre était bien finie. De plus, mon service militaire, autre rapport à la guerre, était derrière moi, la paix devant soi, dirais-je. Mais ce SM fut l'occasion de ma première rencontre avec l'histoire. En effet, le hasard fit que j'effectuai mes classes à Besançon et plus précisément à la caserne Vauban, celle-là même où quelques années plus tôt j'avais été interné par les Allemands avec ma mère et ma sœur, Marjorie. Étrange, non ? Et puis pourquoi, diable, avais-je donc été interné, se demandera-t-on. C'est parce que, ayant un père britannique, et que les sujets de sa gracieuse majesté étant les ennemis des Allemands et toujours en guerre, je devais être interné, pas déporté. François et moi avions besoin de faire une coupure avec des passés chargés, chacun dans leur genre. Nous voulions du soleil, après toute cette grisaille. Lui se souvenait de l'Espagne et de la Costa Brava, où ses parents l'emmenaient plus jeune. Quant à moi, j'avais encore en tête mes vacances d'avant la guerre, à Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan, une jolie petite plage au sable fin, nichée au fond d'une crique, bordée de rochers et à l'entrée de laquelle on apercevait au loin les marsouins s'amuser comme des fous. C'était aussi l'endroit où ma famille et moi, nous nous étions réfugiés durant l'exode de juin 40, mais n'anticipons pas. Mon ami et moi avions déjà voyagé à vélo, c'était pour de courtes vacances vers la côte atlantique, Noirmoutier, l'Île-Dieu, etc. À présent il s'agissait d'autre chose. Notre départ présageait d'un changement radical, une coupure, peut-être même une rupture avec le passé. Il fallait partir loin et longtemps pour à notre retour, repartir à zéro. Nous étions jeunes, musclés et endurants, nous prîmes nos vélos et partîmes vers le pays du soleil, le Midi, la côte et l'Italie, le plus beau pays du monde. Les parents de François ayant certains moyens, j'en bénéficiais pour assurer la dépense du voyage et combler mon manque à gagner. Encore un témoignage d'affection de leur part, car de l'argent je n'en avais guère. Je n'avais comme source de revenus que le modeste salaire d'un jeune employé dans une banque anglaise à Paris, à un niveau des plus élémentaires, travail que j'effectuais perpétuellement et subjectivement noyé dans un déluge de papier, ou ce qui me paraissait comme tel. En effet, après la classe de philosophie, j'avais dû quitter le lycée pour gagner ma vie. Partiellement britannique, je parlais convenablement l'anglais et pouvais ainsi servir au desk les clients anglophones. Je servais ceux qui voulaient changer de l'argent, livres sterling, dollars et autres monnaies étrangères. Les choses étaient parfois compliquées aussi. Étais-je souvent plus ou moins perdu, mais, fort heureusement, les jeunes femmes du service, dont l'affection pour moi grandissait, à mesure de l'évidence de mes incapacités, car cela leur donnait l'occasion d'aider un garçon, pas mal physiquement et pas antipathique, mais un peu bourru et paumé, au sein d'un entourage dit normal. Les filles accomplissent plus facilement que les garçons toutes ces menues tâches de la vie qui ressemblent à l'entretien d'un foyer ou d'une maison. Et puis, elles étaient contentes de me donner en quelque sorte le biberon. Il faut dire que j'aime le lait. Je conterai un jour plus en détail l'histoire de ce voyage qui fut très important pour moi. Je dirai seulement que François et moi, nous dirigeant vers le sud, traversâmes la France, passant tout d'abord par la Sologne avec ses forêts giboyeuses. Nous logeâmes pour notre première nuit chez un homme d'affaires relativement jeune et riche, ami de la famille de mon ami. Il possédait une très grande demeure et se donnait des airs de châtelain. Cet homme, dont nous ne vîmes aucun des membres de sa famille, me laissa le sentiment qu'il vivait seul dans son château et qu'il avait besoin de parler de lui. Il fut heureux ou fier de nous faire visiter les lieux, de nous recevoir et de nous conter,
qu'il chassa le cerf ou le sanglier, des gros gibiers, au fusil mais aussi au tir à l'arc. Or, cette passion des armes fut l'occasion d'une autre réactualisation du passé de la guerre. Notre hôte nous montra des fusils de chasse qu'il conservait dans des étuis spéciaux et dont on voyait qu'ils étaient très précieux. Les crosses étaient ouvragées, les canons métalliques luisaient dans la pénombre. Puis, il nous dit subitement qu'ils avaient appartenu à Göring. L'un de ces fusils comportait 3 canons d'acier, finement décorés et disposés en triangle, ce qui constituait une originalité. Göring devait tirer un coup de plus que les autres, avec son fusil à 3 canons. C'est ainsi que dès le premier jour de notre voyage, la guerre faisait son entrée dans mon imaginaire à partir de cet homme d'une 40aine d'années qui visiblement aimait cette arme lourdement chargée de signification et de souvenirs, et Dieu sait que son propriétaire fut lourd. Nous étions un peu au sud de la Loire, non loin de la forêt de Nançay, célèbre pour ses chênes, au niveau de l'extrémité nord de l'ancienne zone libre, où pendant la guerre, toutes sortes d'actions avaient eu lieu. Passage clandestin d'une zone à l'autre, pour fuir les persécutions nazies, puis la résistance, lorsque la dite zone libre fut envahie, etc. 2 jours passèrent, bonne chère, 2 soirées au coin de la grande cheminée où flambaient d'énormes bûches qui ressemblaient à des troncs d'arbres, conversations faites de considérations diverses, le passé, la région, la chasse. Cette dernière était fermée, de sorte que nous ne pouvions tirer le gibier avec notre hôte comme il l'aurait souhaité, si bien que nous nous promenâmes ensemble, tout en parlant, mais ce faisant notre homme conservait une carabine avec lui. Son attention fut soudain attirée par quelque chose qui devait bouger en haut d'un arbre immense. Il pointa son arme, tira, et nous vîmes dégringoler, un joli petit écureuil roux au bas de l'arbre. Il le ramassa, nous le montra, ses yeux clignotaient encore, puis ils s'éteignirent et il emmena la petite dépouille chez lui. Le bruit de ce coup de feu ranima certains souvenirs. 10 ans plus tôt nous étions en 1940, l'année terrible, elle semblait soudain toute proche. Nous repartîmes le lendemain sur la route, François et moi, poussant sur nos pédales. Nous avions fait plus de 200 km le jour de notre départ et avions eu besoin de nous reposer, car nous n'avions pas encore l'entraînement suffisant, l'endurance que nous eûmes plus tard. À présent, les choses sérieuses commençaient. En quelques mots, sur les 2000 km que nous fîmes avant Florence, notre premier et principal objectif, la ville mythique, l'imbé du halo, que dis-je, de l'auréole de la lumière de la Renaissance, mais qui devint pour moi, pour d'autres raisons que culturelles, inoubliable, nous verrons comment. Quelques points importants sur ce parcours. Un dîner mémorable dans une auberge, près de Nevers, où je goûtais pour la première fois un vin de Pouilly fumé, dont le goût de pierre à fusil me fut enseigné et auquel je fus sensible. Je ne l'ai jamais oublié. Devenais-je français ? Je ne sais. Puis direction le sud-ouest, vers la Dordogne, que nous baptisâmes la plus belle province de France. Et puis, un petit crochet vers les Aisies, moment mémorable, avec la visite des grottes de Lascaux récemment découvertes. Elles n'avaient pas encore été fermées aux visiteurs, porteurs de gaz carbonique. Une pensée émue pour l'abbé Breuil, dont j'avais lu les ouvrages. Et puis encore, Dôme, le plus beau village de la plus belle province, le château de Bénac, etc. Après, la riante vallée de la Vézère, les gorges du Tarn plus sobres mais plus profondes, de vrais canyons comme sciés dans la roche calcaire. Puis la massive cathédrale rose d'Albi, rougie par la sanglante croisade de Simon de Montfort, de sinistre mémoire. Mazamet et la dure montée de la Montagne Noire, l'immense et redoutable cité de Carcassonne, Narbonne, son musée archéologique, que nous visitâmes guidés par son conservateur que de respectueuses vieilles dames habillées de toile noire saluaient encore en disant « Bonjour monsieur le marquis ». Que la France était belle. Quittant la Narbonnaise, encore tout imprégnée du Moyen-Âge et de l'Empire romain, nous filâmes vers la mer que nous voulions enfin voir. Nous la rejoignîmes à Agde, dont la longue plage de sable fin n'était pas encore dévastée par les gros cubes blancs des envahisseurs immobiliers. Nous y fîmes la connaissance d'une énorme vertèbre de baleine. Nous nous assîmes dessus comme sur un trône, en regardant la mer et comme prenant possession de la Grande Bleue, notre reine. Nous la longeâmes jusqu'à l'embouchure de l'Arno en Toscane, où nous commençâmes à nous éloigner d'elle, pour filer vers la tour penchée de Pise et la belle Florence. Durant ce long trajet, nous couchions à la belle étoile dans la nature, un peu comme des hippies, zigzagant par-ci, par-là. Ma barbe avait poussé, les cheveux de François aussi, nous étions bronzés et en passant nous profitions ici et là de la générosité des jeunes filles du Midi,
belles et bronzées elles aussi, dont la voix était chantante. Nous leur contions fleurettes et nous avions de temps en temps un vrai coup de cœur, elles aussi. Mais malgré les tentations de l'amour, nous continuions notre route, notre odyssée, vers où et quoi au juste? Je n'aurais su le dire. 2 mots pourtant sur certains sites qui s'égrenaient au passage, Aix, beau ou belle, Marseille contournée car fuyant la ville, puis retour vers la Belle Bleue, les Morts, l'Estérel, le Col d'Èze, Roquebrune, Menton, la frontière, l'Italie enfin. San Remo, des Italiens plus ou moins hippies eux aussi, naturistes et barbus, de surcroît et puis sur la route, des pèlerins en foule et nous nous aperçûmes chemin faisant que 1950 était une année sainte. Pourquoi diable, une année sainte tous les 50 ans? Mais comme nous étions non seulement athées, mais aussi assez ignorants de cette chose qu'était la religion, c'est en roulant avec des pèlerins que nous apprîmes que nous allions vers Rome, comme pour nous faire bénir par le Saint-Pape avec tous ses croyants. Nous le fûmes, près d'1 mois plus tard après Florence, sur la place Saint-Pierre, avec les milliers de pèlerins et nous dûmes nous agenouiller avec eux, ce que nous ne fîmes qu'à moitié et seulement par respect pour la croyance de ces gens qui nous entouraient et qui paraissaient sincères, mais sans pour autant renier notre athéisme. Donc, nous étions en Italie. Avant de bifurquer vers Firenze, nous nous étions arrêtés à Portofino, adorable petite station, proche de Rapallo, là où Nietzsche avait fait des séjours en hiver, avant de se rendre l'été à Silmaria en Engadine. Dans un coup de cœur nostalgique, mes années de lycée, hélas abandonnées, me revinrent à l'esprit avec la vision du Surleil, de l'éternel retour. C'était déjà comme une réminiscence de mon passé, car cet auteur, malgré ma relative immaturité culturelle, avait compté pour moi durant la guerre et puis, mon professeur de philo m'avait prêté La volonté de puissance, précieux souvenir. L'arrivée à Florence, la ville du miracle. Comme il est étrange de commencer ce récit à Florence. Rien, ni mes origines, ni l'histoire de mes ancêtres, ni ma vie jusqu'à mon adolescence dépassée, ne me rattachait à cette ville ou à l'Italie. Quant à la guerre qui s'y passa, elle ne fut qu'un théâtre secondaire pour mon imaginaire, sauf peut-être pour le piétinement des Alliés devant Monte Cassino qui fut quasiment anéanti. Le hasard, encore lui, fit que précisément c'est à Florence, ville fertile s'il en est que, mais une fois encore n'anticipons pas. Nous étions au début du mois d'août, j'avais un peu plus de 22 ans et je venais d'arriver, dans la capitale de la Toscane. Elle était sillonnée par toutes sortes de gens qui participaient au flux migratoire ininterrompu des pèlerins, et elle prenait le sens d'un point d'orgue, d'une pause pour ces voyageurs, venus du reste de l'Europe et peut-être même du monde entier pour reprendre leur souffle. 5 années avaient passé, depuis la fin de la guerre, mais elle était encore là dans tous les esprits. De plus, la situation économique et sociale en Italie n'était guère brillante, nous rappelant les jours sombres. Il y avait encore des restrictions, beaucoup de pauvres, c'était le temps du voleur de bicyclette, la nourriture et l'argent manquaient. Bifurquant vers l'est, nous suivîmes le cours de l'Arno, rivière douce et tranquille. Le soir, fatigués d'avoir pédalé toute la journée, nous nous reposâmes entre les hautes treilles d'une vigne à l'italienne et dormîmes profondément jusqu'au matin. Nous étions conscients de parvenir à une étape essentielle de notre voyage. Le lendemain matin, le jour se levait à peine lorsque nous fûmes réveillés par une voix. C'était celle d'un vieil homme, celui qui possédait la vigne et chez qui nous avions couché. Il était assez petit, tout de noir vêtu, avec un chapeau mou sur la tête. Il nous parlait gentiment avec douceur, nous souhaita la bienvenue en italien que nous comprenions à peine. Il nous demanda d'où nous venions. Nous lui répondîmes que nous étions français et il nous dit quant à lui qu'il était pauvre, mais que cependant il était bon et pour notre réveil, il nous offrit à chacun une grappe de sa vigne. Nous les goûtâmes avec délice et le remerciâmes, encore étonnés de cette apparition. Il partit simplement, discrètement, comme il était venu, respectant notre vie privée. Après une petite collation, nous enfourchâmes nos bicyclettes et partîmes vers la ville, Firenze, que nous apercevions au loin. Quelques kilomètres encore, et nous y entrions relativement tôt le matin, à une heure où les touristes n'inondent pas encore les rues. Venant de Pise, nous avions longé puis traversé l'Arno par le pont della Vittoria et suivant le petit fleuve sur son autre rive, nous nous dirigeâmes vers le centre de la ville, en direction du Ponte Vecchio. Nous poursuivîmes notre route vers le Dôme et commençâmes notre recherche pour un endroit où dormir, de préférence gratuitement, car nous avions l'intention de rester le temps qu'il faudrait pour visiter la ville et notre argent fondait.
Hélas, notre recherche s'avéra vaine. Nous ne savions que faire, nous étions fatigués et c'est ainsi que François, plus proche de la religion catholique que je ne l'étais, pensa aller frapper à la porte d'une institution religieuse, un monastère ou un couvent, car il savait que parfois ces saints hommes logeaient gracieusement des personnes errantes. Mais en fait de moine, ce fut une jeune religieuse qui nous ouvrit la porte. Nous avions frappé à la porte d'un cloître. Manifestement, la sœur ne s'attendait pas à une visite telle que la nôtre et elle ne cacha pas son émotion et rougit. Elle était très belle. Sa cornette mettait en valeur la douceur de ses traits. La belle religieuse, hélas, disparut dans le bruissement de sa longue robe et quelques instants plus tard, un homme, un religieux, vint nous parler. Nous ne pouvions dormir, même une seule nuit au cloître, nous dit-il en français. Mais en attendant, il nous proposa de nous restaurer selon la coutume et nous eûmes le plaisir de déguster quelques tranches de jambon de Parme avec des figues fraîches et du pain. Le souvenir de ce repas, quelque peu ascétique, mais d'une qualité rare, peut-être divine, reste dans ma mémoire comme un moment privilégié. Pendant que nous mangions et en parlant presque à voix basse, nous entendions le froissement des soutanes des sœurs silencieuses, et le visage caché et qui, sans nous voir, circulait autour de nous. Nous étions sans doute le fruit défendu, mais fruit tout de même, nous, qui les faisions rougir. Le religieux nous conseilla d'aller dans les environs proches de Florence. Nous trouverions sûrement ce que nous cherchions, et il nous indiqua la direction de Fiesole, au nord-est de la ville, là où des gens aisés dans des maisons particulières nous accueilleraient sûrement volontiers. Nous suivîmes ces sages conseils et nous dirigeâmes vers le nord-est de Florence. La ville était dominée par de petites hauteurs arrondies, non encore recouvertes de constructions comme aujourd'hui, que nous escaladâmes à l'heure où la chaleur torride clouait les gens et les bêtes au sol. Toutes les maisons paraissaient hermétiquement closes, avec leurs volets fermés. Et puis la chance nous sourit. Elle nous fit rencontrer un petit homme qui marchait avec son âne, lequel était chargé de toutes sortes de choses, du savon, des brosses et des balais, des serpillères, etc. Nous allâmes vers lui et lui demandâmes s'il ne connaissait pas un endroit, quelqu'un chez qui nous pourrions nous loger. Nous avions de la difficulté à nous faire comprendre et en désespoir de cause et voulant nous rendre service, le petit bonhomme nous indiqua une maison, au loin sur le chemin, en prononçant et répétant le mot tedesco, c'est-à-dire tudesque. J'ignorais à l'époque que cela voulait dire allemand, et nous comprîmes qu'il y avait là des personnes qui parlaient toutes les langues de la terre et qui par conséquent nous comprendraient, si bien que nous allâmes sonner à la porte indiquée. C'était une grille métallique, fermée au regard. La clôture était doublée d'une végétation dense et opaque, protectrice. Une femme entr'ouvrit un volet de la porte métallique, nous fit un signe de tête pour savoir de quoi il s'agissait, l'air méfiant. Et puis en nous entendant parler, son visage s'éclaira et elle s'exclama « Ah, vous êtes français !» Elle nous ouvrit la porte toute grande et nous pria d'entrer. Manifestement, nous étions les bienvenus. À son accent, nous comprîmes qu'elle était allemande. Elle devait avoir un peu plus de 40 ans, mais elle avait un visage émacié qui donnait le sentiment de l'épreuve. Elle nous fit asseoir à l'ombre d'un grand figuier, qui maintenait la fraîcheur, et elle nous expliqua dans un français parfait, que son attitude à notre arrivée était due au fait qu'en tant qu'Allemande, elle se méfiait des gens qui sonnaient à sa porte, on ne savait jamais. Nous comprîmes par la suite les raisons de cette prudence. À bâton rompu, nous lui expliquâmes la raison de notre visite. Un vieil homme avec un âne qui vendait du savon nous avait indiqué sa maison. Nous cherchions un coin où nous loger, à un prix avantageux, attendu nos faibles ressources. Pendant cet échange, 2 jeunes enfants blonds, entre 9 et 11 ans, arrivèrent, curieux de nous connaître, commencèrent à poser des questions à leur mère. Et puis, cette dame nous expliqua que son mari travaillait en ville comme guide, mais que comme il était allemand, il ne pouvait être reconnu officiellement au même titre que les Italiens, si bien qu'il exerçait plus ou moins légalement ce métier, afin de gagner un peu d'argent, s'occupant des touristes laissés pour compte. Attendu leur situation, il leur était difficile de nous accueillir chez eux, dans la maison, nous loger et nous donner à manger comme elle l'aurait souhaité. Elle nous proposa de dormir dans son jardin. Elle vivait depuis un certain nombre d'années à Florence. Nous comprîmes que sa présence en Italie remontait au temps de la guerre, peut-être même avant. Nous nous installâmes, François et moi, dans le jardin. Le temps étant splendide, le fait de coucher dehors ne nous gênait en aucune façon, au contraire. Vers la fin de l'après-midi,
nous entendîmes des rires et de l'excitation enfantine nous parvenir du sentier qui montait de la ville, Florence. Nous allâmes au-devant de cette joyeuse agitation et vîmes arriver, montant le chemin, un homme grisonnant d'un certain âge, mince, droit et vigoureux, qui parlait avec animation avec les deux jeunes garçons. Il marchait en contrebas sur le sentier, si bien qu'il leva la tête vers nous. Il avait été mis au courant de notre visite et nous regardant en face, il s'esclaffa, nous interpellant. « Bonjour messieurs, voici un salboche, un salboche. » François et moi le saluâmes en riant et nous lui serrâmes la main. C'est ainsi que nous fîmes connaissance. Nous sommes restés chez ces gens accueillants plus de 15 jours. Lui eut la gentillesse de nous conduire plusieurs fois au travers de Florence, dont il connaissait l'histoire d'une façon approfondie. Mais ce qui fut le plus intéressant pour moi, ce furent nos conversations du soir, après le dîner où de fil en aiguille, ce monsieur que j'appellerai X, nous raconta sa vie pendant la guerre. Une des premières choses qu'il nous dit fut qu'il avait eu dans le passé une maison en bordure de l'Arno, à l'entrée d'un pont, dans laquelle il avait toutes ses collections de livres et de documents culturels. Malheureusement, l'armée allemande, en se repliant, avait fait sauter tous les ponts sur l'Arno, sauf heureusement, le pont de Vecchio. Or, sa maison avait été écrasée par une pile du pont qui était retombée dessus et toutes ses collections avaient été détruites. Il parlait plusieurs langues. Il était très cultivé, poursuivant ses confidences, qu'il était apparemment heureux de pouvoir nous faire, car nous étions attentifs et sans préjugés. Il nous dit que pendant la guerre, il avait été président de l'Académie des Beaux-Arts de Rome. Et puis, connaissant apparemment parfaitement l'italien, il avait parfois servi de traducteur entre Hitler et Mussolini. Aussi, avait-il eu le grade de Oberleutnant dans l'armée allemande. Nous n'avions aucune raison de ne pas croire cet homme qui présentait des garanties de culture. Quant à moi, qui me sentais plus concerné par la guerre que mon ami, je devenais de plus en plus attentif à ce que cet homme puisse nous raconter sur cette période de l'histoire, en particulier de ses rapports avec le Führer. Les renseignements que j'ai pu obtenir, un certain nombre d'années plus tard, de la part de l'armée allemande, m'ont confirmé l'existence de cet homme dans l'armée avec son grade. D'autres documents publiés en Allemagne le montrent comme le leader des Ortsgruppe de Rome dans les années 30. Toutefois, mes recherches dans la direction de son rôle de traducteur officiel sont restées vaines. Il était clair que le couple se séparerait. Madame X semblait vouloir retourner dans son pays, alors que lui souhaitait rester en Italie. Leur seul lien semblait être leurs enfants. Un soir que nous parlions, je leur dis que j'avais été interné pendant la guerre. Le visage de Madame X se tordit d'une façon qui indiquait, soit la terreur, soit l'horreur, à tel point que je dus la rassurer, lui précisant que je n'avais pas été déporté, mais seulement interné, en tant que sujet britannique, ce qui la rassura. Je n'avais donc pas subi de sévices et à la suite de cela, une sorte de complicité s'établit entre nous, car nous échangions souvent en anglais. J'avais suscité en elle une terrible émotion, mais je l'avais ensuite tranquillisée. Pendant ce temps, M. X poursuivait ses commentaires culturels et historiques avec une certaine passion, nous enseignant ce qu'était Florence, bien au-delà de ce que nous pouvions en connaître. Et puis, de temps en temps, une question et des commentaires sur une histoire plus récente. Il nous dit qu'un soir il fut convoqué par Hitler qui lui fit un discours, comme s'il parlait à une foule entière, mais ce que je retins, ce fut que le Führer lui aurait fait la confidence que, si Dieu ne m'avait pas demandé de faire ce que j'ai fait, je ne l'aurais jamais fait. Connaissant un peu l'histoire et déjà curieux des choses de la religion, je me suis demandé à quel Dieu Hitler faisait référence, mais apparemment, c'était celui dont tout le monde parle, ou tout au moins ce fut ainsi que notre hôte le comprit. Un soir que je m'étonnais que tant d'hommes cultivés et apparemment solides et raisonnables aient pu suivre Hitler, il me répondit qu'il semblait toujours vaincre et gagner, ce qui me surprit aussi de la part de personnes qui auraient pu voir au-delà des victoires du moment. En effet, l'histoire montre que toutes les campagnes rapides et faciles sont souvent suivies de replis. Et puis, lorsque l'on a presque tout le monde contre soi, les coalitions ont toujours fini par vaincre. Et puis encore, je fus surpris que pour un homme de cette culture, le simple fait de gagner fût un argument décisif quant à qui avait raison. Avec le recul du temps, je m'aperçois que j'avais eu en la circonstance une certaine de maturité de jugement, ce qui m'avait souvent manqué auparavant et rétrospectivement cela me rassure. En effet, mes idées ne furent pas toujours claires sur certains points,
Je veux surtout parler des Allemands pendant la guerre qui exercèrent sur moi une certaine fascination de par, précisément, leur puissance et cela sur le jeune adolescent que j'étais. C'est un point sur lequel je reviendrai. Quoi qu'il en soit, nous avons quitté les X pour rouler vers Rome avec le flot des pèlerins. Nous fûmes étonnés du nombre d'Allemands qui visitaient le pays. À ce propos, un jour que nous faisions une pause dans une ville, un groupe de jeunes scouts allemands s'était regroupé non loin de nous, lorsque tout à coup, l'un d'eux se détacha du groupe et nous interpella avec véhémence au sujet du match de boxe entre Joe Louis et Max Schmeling pour le titre mondial des poids lourds qui avait eu lieu avant la guerre en 1938. Ce fut un match très emblématique à l'époque entre un Noir américain et un Allemand. En tant qu'enfant, j'avais suivi ce match dans les journaux et sans doute aussi aux actualités au cinéma et à l'époque, je m'étais réjoui de la revanche éclair, victorieuse, de Joe Louis contre le boxeur allemand. Toutefois, en 1950, c'était déjà de l'histoire ancienne, mais il n'en était pas ainsi pour tout le monde et en tout cas pas pour ce jeune Allemand qui devait être à peine né lors du match. On en parlait donc encore dans les chaumières en Allemagne. Ne comprenant qu'en partie ce que ce garçon me disait, je pouvais malgré tout le deviner et cela paraissait très fou. Mais la guerre n'est-elle pas directement en lien avec la folie ? Après Rome, nous traversâmes les Apennins, Viterbe, Orvieto puis passâmes sur la côte adriatique non loin de Rimini, après nous être arrêtés à Assise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.